Bienvenue à cette nouvelle formation de Maelstrom Media. Je suis Julien Pelletier, avocat. Je suis en compagnie de Maître Jessica De Stefano, avocate en droit civil général qui a une pratique très importante en droit familial. Bonjour, Maître De Stefano. Bonjour, Maître Pelletier. Aujourd'hui, on va vous entretenir des règles de base, des règles à suivre en matière de pension alimentaire, l'obligation alimentaire pour enfants. Évidemment, dans votre pratique, c'est quelque chose qui est central. C'est extrêmement central, en fait. Là, je vous dirais, en ce moment, je suis avocate à l'aide juridique en droit civil général et je vous dirais au moins le tiers de nos dossiers, si pas plus, c'est des dossiers en droit familial. Et évidemment, la plupart de ces dossiers-là, c'est des dossiers où est-ce qu'il y a des enfants. Donc, il faut toujours traiter de la pension alimentaire pour enfants. Évidemment. C'est donc crucial. Il y a des règles très strictes en matière de pension alimentaire pour enfants. Pouvez-vous nous décrire un petit peu les règles de base? Oui, donc en fait, je vais commencer avec les lois de base. Donc, en fait, il y a la loi sur le divorce qui est applicable quand on parle de conjoints qui sont mariés. Il y a aussi, évidemment, le Code civil du Québec. Donc, le Code civil du Québec qui est aussi applicable. On a aussi le règlement sur la fixation des pensions alimentaires. Donc, ça, je vous dirais, c'est le règlement qui est le plus important au Québec. Quand les deux parties habitent au Québec, c'est vraiment la règle qui est le règlement qui est le plus important. Finalement, si on parle de conjoints qui sont mariés et il y a un des deux parties qui habite à l'extérieur du Québec, qu'est-ce qui trouve application? C'est les lignes directrices fédérales pour la fixation des pensions alimentaires. Mais ça, c'est vraiment dans ce cas exceptionnel-là où est-ce qu'on a des conjoints qui sont mariés et il y a un des deux parties qui habite à l'extérieur du Québec. Par exemple, Gatineau et Ottawa. En fait, exactement. Gatineau, à Ottawa ou à l'extérieur du Canada, quelqu'un qui est à Vancouver, quelqu'un qui est à Montréal, ça serait les lignes directrices fédérales qui s'appliqueraient, mais seulement en cas de mariage, pas en cas de union de fait. D'accord, je comprends. Vous nous avez indiqué que le montant de pension alimentaire, évidemment, il est fixé selon des règles qui relèvent premièrement du revenu des parents. On ne peut pas l'éviter. Donc, en fait, comme je vous ai dit, on va parler principalement de la règlement sur la fixation des pensions alimentaires dans cette discussion, parce que c'est évidemment qu'est-ce qu'on voit le plus souvent au Québec. Et quand on parle de règlement de la fixation des pensions alimentaires, qu'est-ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a besoin des informations suivantes. Premièrement, le revenu des parents, évidemment, c'est primordial. Deuxièmement, de savoir le nombre d'enfants qui sont concernés par la demande. Et là, par la suite aussi, il faut qu'on sache le type de garde qui est applicable. Donc, en fait, il y a plusieurs types de garde qui trouvent application au Québec. Donc, il y a la possibilité d'une garde exclusive. Donc, ça, c'est quand un des parents a au moins l'enfant 60% du temps ou plus. Il y a une garde partagée. Là, à ce moment-là, c'est entre 40 et 60%. Il y a aussi les concepts de droit d'accès élargi. Donc, ça, c'est quand un des parents a la garde exclusive, donc a plus que 60%, mais l'autre parent a entre 21% et 39% du temps de garde. Ça, c'est des droits d'accès élargis. Et 20% au moins, c'est des accès standards qu'on voit. Donc, évidemment, la pension alimentaire est modulée en fonction du type de garde que nous avons ou que les parties exercent. Parce que ça part du principe, j'imagine, si tu as la garde plus longtemps, s'il y a une pension alimentaire versée à l'autre, elle va être moindre étant donné qu'il y a moins souvent les enfants. Vous aviez tout compris, Maître Pelletier, effectivement. Donc, si on a des droits d'accès élargis, ça va faire en sorte que la pension alimentaire va être diminuée. Ou si, en cas de garde partagée, par exemple, c'est habituellement le parent qui a un revenu qui est supérieur qui va payer une pension alimentaire à l'autre parent. Donc, c'est pas parce qu'on a une garde partagée qu'il n'y aura aucun paiement de pension alimentaire à ce moment-là. Donc, effectivement, le temps de garde a un énorme impact. Aussi, il faut qu'on prenne en considération les frais particuliers. Donc, premièrement, les frais de garde nets, c'est un coût qu'on ajoute au paiement de la pension alimentaire. Les frais d'études postsecondaires, les frais d'activité, comme je vous disais, c'est tous des frais qu'on va ajouter au-delà de la pension alimentaire de base qui sera fixée. Et simplement pour préciser pour nos auditeurs, on parle ici de la pension alimentaire pour enfants qui s'applique autant aux personnes mariées qu'aux conjoints de fait. Parce que si un marié, il peut s'ajouter une pension alimentaire pour l'ex-conjoint. Tout à fait. Mais aujourd'hui, on se concentre sur l'obligation alimentaire pour les enfants. Exactement. Parfait. Et aussi, l'obligation alimentaire pour les enfants, qu'est-ce qui est vraiment important à savoir, c'est que c'est d'ordre public. Ce qui fait en sorte qu'il n'y a aucun parent qui peut y renoncer parce qu'en fait, ça ne leur appartient pas cet argent-là. Ça appartient à l'enfant. L'autre affaire que je voulais spécifier, c'est qu'en vertu de la jurisprudence, les tribunaux ont déterminé qu'il y a 9 besoins de base qui sont considérés dans la pension alimentaire de base. C'est l'alimentation, le logement, communication, entretien ménager, soins personnels, habillement, ameublement, transport et portion de loisirs est inclus dans la pension alimentaire de base. Donc, ça, c'est tous les éléments qu'il faut qu'on prenne en considération là, quand on fixe la pension alimentaire de base. C'est vraiment ces éléments-là qui sont traités par la pension alimentaire Par communication, j'imagine qu'on entend les téléphones cellulaires, l'Internet, ce genre de choses. Tout à fait, exactement. D'accord. Alors, quelques exemples peut-être de frais particuliers qu'on pourrait
qu'on pourrait donner ici pour nos auditeurs? Oui, donc je vais commencer avec les frais de garde nette. Ça, c'est la première catégorie de frais particuliers. Donc ça, évidemment, c'est les frais de garderie, mais la portion qui n'est pas remboursée par le gouvernement. Là. Oui, ça, c'est évidemment vraiment important à savoir. Aussi, les frais associés au service de dîner, ça aussi, ça peut être inclus dans les frais de garde nette. Aussi, les frais de service de garde. Par exemple, si les enfants sont au primaire, il y a des frais de service de garde à la fin de la journée ou au début de la journée. Si les parents travaillent ou s'ils ont des obligations quelconques qui font en sorte qu'ils ne peuvent pas venir chercher leur enfant directement après l'école, bien là, à ce moment-là, ces frais-là aussi vont être considérés dans les frais de garde nette. Pour les frais d'études postsecondaires nettes, ça, c'est évidemment dans un cas où est-ce que l'enfant étudie au cégep ou à l'université. Ça inclut non seulement les frais de scolarité et le matériel, donc les livres, par exemple, les outils, là, mais ça inclut aussi les frais de logement et même les frais de transport. Donc, j'ai déjà vu un dossier, par exemple, où est-ce qu'il y avait un enfant majeur qui allait au cégep à ce moment-là et elle devait prendre son véhicule pour y aller. Elle habitait, par exemple, trop loin de son cégep. Et donc, les frais de ce véhicule-là ont même été inclus dans les frais particuliers des frais d'études postsecondaires parce que c'était intimement lié au fait qu'elle devait aller à l'école. Évidemment. Et ça, il faut s'entendre ici. L'enfant doit être encore à la charge des parents. Exactement. Ouais. Donc, en fait, on va revenir aussi à la question de la pension alimentaire pour enfants majeurs. Ouais. Mais effectivement, à partir des 18 ans, qu'est-ce qu'on considère à ce moment-là? C'est premièrement que l'enfant habite toujours avec un des deux parents et aussi qu'ils sont à l'école à temps plein. À temps plein, oui. Exact. Donc, ça, c'est qu'est-ce qui est considéré. L'enfant, évidemment, peut même demander une pension alimentaire quand il n'habite plus avec les parents s'ils sont encore à l'école à temps plein. Ça se fait. C'est juste que la pension alimentaire ne va pas être versée aux parents à ce moment-là. Habituellement, il y a un calcul différent qui est fait pour ce type de situation et on va peut-être en parler un peu plus tard, mais c'est ça. Je voulais aussi parler rapidement des frais particuliers nets. Donc ça, c'était la dernière catégorie pour les frais particuliers. Donc ça inclut les activités parascolaires, mais ça inclut aussi les coûts associés, par exemple, à un médicament. On va dire qu'il y a une portion qui est remboursée par la RAMQ, mais il y a une autre portion qui ne l'est pas. On peut l'inclure dans les frais particuliers nets. Frais associés à l'école privée. Seulement l'école privée au primaire ou au secondaire peut aussi être considérée un frais particulier net. Et aussi, j'ai vu une décision très récente que je voulais vous en parler parce que je trouve ça quand même intéressant. Il y avait un père qui avait fait une demande en filiation et en changement de nom. Donc, il avait fait une demande pour être reconnu le père de l'enfant et donc pour changer le nom, pour ajouter son nom de famille. La mère a dit, OK, parfait, elle a consenti à cette demande, ça a été fait. Mais elle a dit, écoute, là, il faut que je change toutes les cartes de mes enfants, il faut que je fasse la demande pour le nouveau certificat de naissance. Donc, tous ces frais-là, je vais devoir les payer. Et le tribunal inclut ces frais-là dans les frais particuliers nets pour dire, bien, monsieur doit aussi assumer sa part de ces frais-là. Ah oui? Oui. Et il n'aurait pas pu le faire lui-même non plus? Ça aurait été une possibilité. Là. Monsieur aurait pu dire, écoute, moi, je prends la charge de payer ces frais-là directement. Ça aurait pu, mais qu'est-ce que je comprends dans cette situation, c'est que monsieur n'avait pas parlé à madame de cette possibilité-là. Et donc, vu qu'elle devait payer tous ces frais-là elle-même, elle a réclamé ces sommes à monsieur. Pour le paiement des frais particuliers, parce que ça se fait différemment, ça se fait selon le prorata des revenus. Donc, qu'est-ce que ça indique, par exemple, c'est que si le parent 1 gagne 50 000 par année et parent 2 gagne 50 000 par année, bien, c'est moitié-moitié à ce moment-là. Donc, il n'y aura pas de versement de l'un à l'autre. Exactement. Ça dépend, par contre, parce qu'on va dire si un parent à la garde, on va dire à ce moment-là, et l'autre parent, et ce parent-là s'occupe toujours de payer, on va dire, les frais directement à la garderie, ça se peut qu'on va inclure cette somme-là, on va l'ajouter à la pension alimentaire de base qui va être versée à madame pour qu'elle ait la part de monsieur là, pour pouvoir le payer directement à la garderie. Mais il peut y avoir des ententes autres. Donc, si monsieur dit, ben moi, je vais payer ma part directement à la garderie, il n'y a pas de problème, on peut faire ça aussi, là, c'est pas problématique. C'est comme une, pour mettre la table, c'est comme une grosse formule mathématique, si on veut. Tout à fait. C'est exactement ça. Il y a des... Et d'ailleurs, il y a un formulaire en particulier à remplir. J'imagine qu'il y a des logiciels maintenant aujourd'hui pour faire ces calculs-là. Ou sinon, c'est encore... Tout à fait. Oui, OK, d'accord. Parce qu'en fait, c'est drôle parce qu'on est au barreau. Évidemment, il nous apprend comment faire le calcul à la main. Mais là, il y a plein de logiciels qui ont été développés là, pour nous permettre de faire ce calcul-là beaucoup plus rapidement. Et pour sauver du temps et de l'argent aussi à vos clients. Effectivement. Oui. Parlons du revenu. Des parents peuvent être salariés, peuvent être propriétaires d'une entreprise, ils peuvent avoir beaucoup de revenus différents. Comment ça s'articule autour d'une pension alimentaire? Donc, en fait, il y a un article spécifique dans le règlement sur la fiction des pensions alimentaires qui nous indique ou qui nous définit, en fait, c'est quoi le revenu pour les fins de la fixation de la pension alimentaire. Qu'est-ce qu'il faut savoir? C'est en vertu de ce règlement, qu'est-ce qui est absolument pas un revenu,
c'est l'aide sociale. Donc, évidemment, des prestations d'aide sociale, on les considère aucunement. Les prêts et bourses aussi. Donc, même la portion bourse, elle n'est pas considérée pour faire le calcul du paiement de la pension alimentaire. La portion prêt, oui? Aucun. C'est considéré comme zéro revenu à ce moment-là pour le calcul de la pension alimentaire. Et aussi, les allocations familiales, on ne les considère aucunement. Pour les revenus, par contre, comme vous l'aviez déjà dit, salaire, effectivement, mais tout avantage qui est versé par l'employeur sont aussi considérés pour les fins de calcul. C'est intéressant, un bonus. Exact. Par exemple, est-ce qu'un stationnement, par exemple, si l'employeur fournit un stationnement? Tout à fait. On a déjà vu des dossiers, par exemple, où est-ce que l'employeur fournissait un logement et donc les frais d'allocation de ce logement-là ont même été considérés là, un revenu pour les fins du calcul de la pension alimentaire pour enfants. Donc ça, c'est possible. Aussi, assurance emploi, assurance salaire, ça, c'est aussi considéré un revenu pour la pension alimentaire. Souvent, les personnes, ils pensent, bien là, je travaille pas, donc j'ai pas besoin de payer quoi que ce soit, je suis en chômage. Mais non, même les prestations de chômage sont considérées un revenu pour les fins des paiements de la pension alimentaire. Prestations de retraite, RQAP, donc si on est en congé de maternité, on reçoit des sommes du gouvernement, aussi un revenu.